Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des VEO. VEO, qu'est-ce que c'est? C'est les violences éducatives ordinaires. Dans cette vidéo, je vais juste rappeler un petit peu en quoi ça consiste. On a tendance à toujours en oublier certaines parce que voilà, elles sont admises communément comme faisant partie de l'éducation classique, alors que parfois quand on se questionne sur leur sens et leurs conséquences, eh bien, on les trouve pas si anodines que ça. Et puis, je vais aussi vous dire comment, à mon sens, on peut essayer de progresser par rapport justement à nos idées reçues sur les VEO. Alors sur le blog enfanceépanouie.wordpress.com, je vais vous mettre un lien en dessous, là dans la barre d'infos, comme d'habitude. On peut trouver une liste des violences éducatives ordinaires. Je vais vous la lire parce que c'est quand même intéressant. Alors, les violences physiques, fesser, gifler, donner une tape sur la main, bousculer l'enfant, le pousser, le tirer, tirer les oreilles, les cheveux, secouer, tenir les joues, mordre, pincer, laisser pleurer seul, forcer à goûter, à manger, à finir son assiette, priver de dessert, empêcher d'aller aux toilettes, empêcher de boire, de manger, prodiguer des soins sans prévenir, par derrière, comme nettoyer le visage ou moucher, mettre un enfant sur le pot avant qu'il ne le demande, conditionner l'enfant à la continence, allaitement et ou repas de l'enfant sans prendre en compte sa faim, mais en fonction de notre horaire décidé a priori, donc soit on refuse de lui donner, soit on le force à prendre. Et puis il y a aussi toutes les violences psychologiques. Alors, crier, faire la grosse voix, hausser le ton, faire les gros yeux, faire peur, effrayer, réprimander, brimer, mettre au coin, l'isolement temporaire, comme ce qu'on fait quand on met l'enfant sur une chaise ou dans les escaliers. L'isolement forcé, créer un tableau d'appréciation du comportement de l'enfant via des visuels, ce qui est beaucoup utilisé, vous savez, dans les collectivités, le lion des couleurs, les points, les croix, etc. L'indifférence, comme ignorer un enfant en détresse émotionnelle, quels que soient ses comportements, ou marquer volontairement une indifférence. Pousser l'enfant à pleurer, provoquer les pleurs de l'enfant volontairement, être laxiste, faire des privations, punir, menacer, faire du chantage, rabaisser, humilier, insulter, se moquer, rire alors que l'enfant est en détresse, donner des surnoms humiliants ou blessants, donner des récompenses, comparer les enfants, mentir, cacher des choses qui impliquent l'enfant, ne pas l'écouter, ne pas arrêter de chahuter ou de le chatouiller quand l'enfant le demande, ne pas respecter son intimité, donc entrer dans sa chambre sans y être invité, lire son courrier, ses comptes sur les réseaux sociaux, changer la couche d'un enfant devant tout le monde, critiquer ses amis, ses goûts devant lui faire faire des promesses, se placer en autorité toute puissante. Donc là, c'est la position d'adultisme que je pourrais redévelopper une prochaine fois. Confisquer le doudou, la tétine, les jouets, le téléphone. Mettre des étiquettes, qu'elles soient positives ou négatives, avoir des attentes qui ne concordent pas avec le développement de l'enfant, le forcer à mettre des habits qu'on choisit au lieu de respecter ses goûts, le forcer à mettre sa veste ou son bonnet, etc. sans marge de manœuvre, donc sans explication, sans expérimentation du froid, forcer un enfant à rester nu sur la plage alors que ce dernier a clairement exprimé son refus d'exposer son corps, forcer un enfant à s'habiller alors qu'il souhaite être nu dans la mesure du possible, le réveiller brusquement avec de la lumière vive, du bruit ou même des chatouilles, empêcher un enfant de dormir sous prétexte qu'il doit se lever tôt, à l'heure, etc. mais sans réelle obligation, alors qu'il y a un autre choix possible, jeter les jouets de l'enfant sans son accord, ou jeter et menacer de jeter les jouets ou les jeter sous prétexte qu'ils ne soient pas rangés. Vous voyez, la liste est quand même très très longue. Que à cela s'ajoutent les douces violences. Donc le terme de douce violence est développé dans les ouvrages de Christine Schuhl. Donc moi je ne les ai pas lus, je vous dis juste voilà ce qui est dit sur ce site que je viens de vous citer. Donc ce sont des comportements en apparence anodins, mais qui, quand ils sont répétés, peuvent être délétères pour l'enfant. Donc ça peut être de donner un surnom à votre enfant, Petit Diable par exemple, c'est un des exemples qui est cité sur le site. Utiliser du second degré face à un enfant qui n'est pas capable de le comprendre. Le presser tout le temps lui dire vite, vite, vite. Et ça, vous savez, je vous l'ai déjà dit que c'était vraiment potentiellement très néfaste pour son cerveau. Faire à sa place parce qu'on le trouve trop lent, pareil, très néfaste. Parler devant lui à la troisième personne sans l'inclure à la discussion. Parler à l'enfant de soi en utilisant la troisième personne. Maman a fait ci, papa a fait ça, alors qu'on pourrait dire je. C'est vrai que franchement, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous fait au moins une fois, ça. En tout cas, dites-moi si ça vous est jamais arrivé, mais moi, c'est un défaut de langage que j'ai. Le mettre devant la télé, console, tablette pour avoir la paix, utiliser un parc ou un lit à barreaux, etc. alors que l'enfant a besoin de se mouvoir, donc l'utiliser clairement pour l'enfermer. Utiliser systématiquement la poussette avec un enfant qui demande à marcher, parler devant l'enfant dans une langue étrangère ou épeler des mots pour qu'il ne comprenne pas et soit exclu de la conversation,
Empêcher un bébé de se mouvoir librement à cause de ses vêtements, chaussures, voilà, parce qu'on a décidé qu'il devait porter ce truc qui était vachement chouette, mais que le problème c'est que ça l'empêche de bouger. Forcer à rester à table pendant les repas, ça fait aussi partie des 12 violences. Et puis ils font aussi des listes voilà, sur les violences médicales, sur les maltraitances ou aussi sur les violences culturelles. Donc c'est assez complet, je vous encourage à aller le lire, le relire pour bien vous en imprégner. Alors pourquoi c'est gênant cette violence éducative? Qu'est-ce qui peut faire que ça pose problème après par la suite? Eh bien il y a Olivier Morel qui avait été encouragé par Alice Miller pour faire ce livre, qui l'explique très bien dans ce livre La Fessée, question sur la violence éducative. Voilà, il donne pas mal de sources, pas mal de, j'aime bien aussi de références scientifiques qui permettent de savoir, voilà, quels sont les résultats suite à telle ou telle observation. Voilà, quand on prend un groupe d'enfants, qu'on observe tel critère, qu'est-ce qui se passe voilà, après dans les résultats, c'est je trouve assez enrichissant, même si vous savez déjà que la violence est quelque chose, voilà, à éviter tant que possible. Il explique aussi pourquoi c'est parfois compliqué de l'éviter, pourquoi on est porteur en nous de violence et que voilà, on la transmet comme ça de génération en génération. Alors pas forcément en donnant des claques, mais voilà, avec toute la liste de violences que je viens de vous rappeler, peut-être que vous vous êtes identifié quand même dans certaines d'elles, et il explique pourquoi c'est intéressant de travailler sur chacun de ces petits points, parce que chacun a leur importance, et il explique à quel point le cumul de toute cette violence peut dégénérer voilà, dans plein de dimensions. Il y en a par exemple au niveau écologique, il y en a par exemple au niveau économique, mais il y en a aussi au niveau historique, et il fait le lien à certains moments avec voilà, des dictatures qui ont abouti à voilà, des massacres de population. Enfin voilà, je vous laisse lire le livre un petit peu plus dans le détail. Moi je vais pas vous le détailler, je trouve que c'est un livre quand même enrichissant, même si c'est pas une révélation, mais ça m'a plu en tout cas de le regarder. Et en ce qui me concerne dans la vidéo, je vais juste vous faire quelques petits points sur l'histoire et sur la géographie. Il faut voir que dans le monde animal, il y a une certaine forme de violence, hein. On peut observer parfois des mères qui donnent un coup de patte à leur bébé par exemple, et il y a en général un motif derrière qui peut être observé aussi chez les humains, surtout dans le cadre de la protection d'un plus jeune. Donc ils ont imaginé qu'à la préhistoire, quand l'agriculture a commencé à se développer, que les hommes préhistoriques ont commencé à devenir plus sédentaires, et que peut-être voilà, il y a eu des sevrages un petit peu plus précoces parce qu'il a commencé à avoir des vaches, des laits de vaches qui ont commencé à nourrir un petit peu plus les petits, des bouillies de céréales, etc. Et que cet allaitement qui était un petit peu protecteur aussi pour les femmes d'un point de vue contraceptif, puisqu'il permettait d'espacer les naissances, n'a pu jouer son rôle. Donc éventuellement, les mères auraient pu commencer à ce moment-là, avoir de la violence envers leurs propres enfants, chose qui n'est pas du tout naturelle à la base, pour essentiellement protéger un plus jeune d'un plus âgé qui serait encore relativement jeune également. Et on imagine que ça a démarré un petit peu comme ça, et puis après il y a eu beaucoup culturellement de valorisation de cette violence dans pas mal de choses, dans les religions, mais aussi dans les cultures grecques, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu antiquité. Il y a aussi au Moyen-Âge une violence qui était vraiment reconnue comme normale autant à la maison qu'à l'école, puisque c'était admis comme étant nécessaire. À la Renaissance, ils ont commencé à apporter les premiers bémols à cette éducation, avec des philosophes qui ont commencé à réfléchir à ça et à émettre peut-être l'hypothèse que c'était pas si bien, mais on a dû attendre 1834 pour qu'il y ait un début au niveau législatif de ces violences éducatives ordinaires, et à ce jour la France est encore très très en retard par rapport à beaucoup d'autres pays, mais ça on va y venir par rapport à la géographie. En tout cas il faut savoir juste qu'en France, en 2016, ils ont essayé de faire passer une loi justement contre la fessée, et qu'en 2017, cette loi a été abandonnée, vous le savez peut-être déjà. Donc, dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous ai mis un lien en barre d'infos, allez le voir, ça sera beaucoup plus parlant. Voilà, sur endcorporalpunishment.org. Les pays les plus avancés, il faut retenir, sont l'Europe du Nord, l'Amérique du Sud et le Groenland, en gros. Après, il y a des petits pays aussi sur d'autres continents, mais en gros, l'Europe du Nord est quand même plutôt pas mal si on regarde juste en Europe par rapport à nous, même si l'Espagne est pas mal non plus.
Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Nous, chez nous, on peut quand même se questionner. On n'a pas besoin d'attendre que ça bouge autour de nous. On peut quand même se questionner sur nous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre famille? Et en quoi on peut essayer d'améliorer un petit peu les choses? Alors déjà, je pense que rien que se renseigner, regarder cette vidéo, c'est déjà un petit départ à la réflexion. Et puis sans doute que cette réflexion était déjà engagée chez vous avant. Mais je pense que c'est déjà intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de comprendre quels sont les besoins de l'enfant, d'essayer de comprendre pourquoi parfois on réagit de manière irritée, pourquoi ça peut nous agresser, pourquoi ça peut nous violenter, et d'essayer après peut-être dans son quotidien de changer des choses. Mais parfois quand c'est trop compliqué, à mon sens, il faut aller vers quelque chose de thérapeutique. Parce qu'on a été sans doute blessé à un moment, peut-être dans notre enfance ou peut-être dans notre adolescence, enfin je ne sais pas, mais sans doute blessé quelque part, et cette blessure il va peut-être falloir un petit peu la soigner. Donc moi, si vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est majeur dans votre quotidien, pas forcément que vous tapez vos enfants, mais que vous avez l'impression que vous avez de la violence en vous, soit dans vos paroles, soit dans... Même froncer les sourcils, je vous ai dit, ça fait partie des VEO. Donc si vous avez du mal à supprimer ces choses-là, c'est peut-être parce que vous vous sentez vous-même malmené. Et à ce moment-là, peut-être que ça vaut le coup d'en discuter en thérapie. En tout cas, c'est à vous de voir, mais c'est une chose que je vous suggère parce qu'il faut changer des schémas qui sont très internes, qui nous façonnent, qui nous construisent et sans lesquels on ne sait pas faire. C'est-à-dire que changer, c'est bien, mais quand on ne connaît pas une autre façon de fonctionner, c'est très compliqué. Donc ça nécessite vraiment un travail en profondeur qui est difficile et il y a une part d'inconscient qui est très forte. Donc si vous prenez sur vous tout le temps, il y a un moment où ça va ressortir, vous n'arriverez pas à le contrôler. Je vous ai déjà dit que le contrôle, ça avait ses limites et que ça avait aussi ses points négatifs. Chercher à se contrôler tout le temps, c'est pas forcément une bonne chose. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser aller dans des choses qui ne nous plaisent pas. Donc voilà, c'est vraiment un travail à mon avis en profondeur qui fait que il faut réussir à faire émerger un autre naturel que vous avez aussi, parce que vous l'avez en vous également, le côté beaucoup plus pacifiste et beaucoup plus altruiste et beaucoup plus empathique, vous l'avez en vous, il se manifeste sans doute déjà, mais comment faire en sorte de lui laisser une part plus importante? Voilà, je trouve que c'est surtout quelque chose à travailler avec un professionnel parce que c'est très très compliqué tout seul, surtout si ça a une place prépondérante dans votre vie. Mais je vous laisse méditer tout ça. Et puis sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes face à une VEO en présence d'autres personnes, soit parce que quelqu'un est violent avec un de vos enfants, soit parce que quelqu'un est violent avec son enfant, etc. Eh bien, je pense que ça va vachement dépendre des situations et ça sera à votre appréciation personnelle de décider. Là, vous vous dites, elle se moque de moi, elle me donne aucune réponse, mais si, je vais vous en donner quand même, allez, 3. La première situation, quelqu'un est violent avec vos enfants et c'est une violence qui vous paraît très choquante, voilà, que vraiment c'est inadmissible pour vous. Je pense que vous pouvez tout à fait réagir immédiatement parce qu'il est de votre rôle de protéger votre enfant et vous pouvez parfois, sans aller vraiment vers la personne, mais juste faire une réflexion un petit peu antagoniste à ce qui vient d'être dit. Par exemple, à table, chez les grands-parents, quelqu'un qui dit tu termines ton assiette tout de suite, sinon tu n'es pas un bon garçon. Vous pouvez dire tu sais, moi je vois pas le rapport, s'il a plus faim, c'est normal qu'il s'arrête de manger. Vous avez pris la défense de votre enfant, vous n'avez pas agressé la personne, vous avez juste exprimé une opinion. À espérer quand même que ça n'engage pas un conflit à table, parce que c'est vrai que dans certaines familles, l'alimentation c'est un point un petit peu compliqué. Mais voilà un exemple de réaction que vous pouvez avoir, parce que ça vous paraît impossible que quelqu'un devant vous demande à votre enfant de se forcer à table. Autre exemple, vous êtes à la caisse d'un supermarché et puis la caissière fait une remarque un petit peu sexiste. Je sais pas, par exemple, votre enfant a acheté un jouet rose, c'est un garçon, et la caissière dit c'est pour ta sœur. L'enfant dit non, c'est pour moi. Elle dit t'as pris un truc de fille. C'est pas vraiment quelque chose qui est dirigé contre l'enfant violemment, mais ça peut quand même le violenter. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez commenter devant la caissière ou pas, parce que autant dans le premier exemple, c'était avec votre famille, et donc il est important que les bases soient reposées de l'éducation que vous voulez donner à votre enfant, autant avec la caissière,
Je sais pas si c'est utile parce que vous risquez de aussi la violenter en disant quelque chose et peut-être de pas prendre le temps de lui expliquer votre point de vue et peut-être même de la faire surréagir après. Donc enfin, je pense qu'il faut éviter d'envenimer la situation et que dans un cas de figure comme celui-ci, vous pouvez tout à fait discuter avec votre enfant après de ce qu'a dit la caissière, t'as vu, elle a dit un truc étrange, non tu trouves pas? Pourquoi ça serait un truc de fille? Qu'est-ce que t'en penses toi? Enfin voilà, quelque chose comme ça, d'un petit peu, voilà, qui aide à faire passer la pilule, de dire bah écoute, moi je trouve que les couleurs, voilà, c'est universel, chacun prend ce qu'il veut, c'est surprenant qu'elle ait eu cette idée-là, quelque chose comme ça. Après, c'est que mon avis, si vous en avez un différent, expliquez-le en commentaire, ça peut être très enrichissant pour tout le monde, surtout, voilà, ne pas prendre au pied de la lettre ce que je donne. Comme exemple, c'est toujours des exemples, des idées qui passent comme ça, et peut-être que dans 2 ans, j'aurai pas les mêmes idées. Ça reste, voilà, ponctuel. C'est pour vous inspirer, toujours la même raison, hein, cette chaîne, c'est pour vous inspirer, c'est pas pour vous diriger, c'est vous qui choisissez vos directions. Dernier exemple. Et là, c'est un exemple réel, ça m'est arrivé au parc. Une maman qui voulait à tout prix que sa fille, qui avait 7 ans, je crois, monte sur quelque chose qui lui faisait terriblement peur. Elle était vraiment en panique complet. Et il se trouve que mon fils, qui avait 2 ans à peine, enfin 1 an et demi, montait sur ce truc. Et du coup, elle a fait la fameuse remarque, mais tu vois, lui, il est très petit et il y arrive, il monte. Alors toi, franchement, tu pourrais monter. J'ai dit à cette petite, devant sa maman, tu sais, lui, il est très fort pour grimper, mais sans doute qu'il y a des choses que toi tu sais faire que lui sait pas faire. Alors, t'inquiète pas. Je lui ai dit ça parce que vraiment ça me mettait mal à l'aise qu'elle soit ainsi diminuée. Donc je lui ai rappelé que, ok, peut-être mon fils il arrivait à faire des trucs que elle arrivait pas à faire, mais c'était certain que elle arrivait à faire aussi des trucs que mon fils n'arrive pas à faire. On n'a pas tous les mêmes compétences. Et je pense que c'était pas violentant pour cette maman, mais je pense qu'il faut faire très attention quand on n'est pas soi-même impliqué, son enfant impliqué, etc. Il faut faire très attention aux remarques qu'on va pouvoir faire aux autres personnes et aux jugements qu'on va pouvoir porter sur les autres personnes parce qu'on risque avant tout de majorer la violence qui existe déjà. Donc je pense qu'il faut faire très attention et que si on le sent pas, le mieux est de ne pas intervenir parce que c'est pas notre histoire et qu'on n'est pas là pour sauver le monde. Voilà. Donc voilà, maintenant à vous d'échanger en commentaire, de me dire ce que vous en pensez, si cette vidéo vous aide et puis si vous avez envie de la pousser vers le haut, vous n'oubliez pas de cliquer et puis de la partager surtout sans modération. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.